C'est le C+ Day. La chanson qui rend fou. Elon Musk veut poursuivre Microsoft. Matter, arrivée timide chez Nest. Pixel Fold le 10 mai. Jeudi 20 avril 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 377. Bonjour à tous. Le grand jour est arrivé pour les abonnés à Canal+, qui peuvent, à partir d'aujourd'hui, jeudi 20 avril, profiter des contenus Apple TV+, sans surcoût, grâce à un accord unique en son genre et au monde entre Apple et le groupe Canal+. Le Parisien, par exemple, publie aujourd'hui un papier avec leurs 12 séries préférées à voir sur Apple TV+, via Canal+. On va rappeler, Elie, que Canal+, c'est encore plus de 9 millions d'abonnés en tout, hein. Et oui, et c'est une plateforme extrêmement agile et subtile parce que certes, on paye des abonnements premium, mais ils ont su à chaque fois réagir à l'arrivée des nouveaux, non pas en se battant avec eux, mais en les intégrant à sa plateforme. Donc, par exemple, Disney+ fait partie de Canal+, Paramount+ fait partie de Canal+. Alors, certains avec abonnement supplémentaire et certains, comme cette fois-ci, inclus dans le prix de base pour ceux qui ont Canal+, c'est-à-dire l'offre premium et non pas Canal+ série, qui est l'offre un peu d'entrée de gamme. Alors, évidemment, tu me connais, je suis immédiatement allé voir, j'ai plongé dedans dès l'annonce pour vérifier. Et la réponse est oui, j'ai été super agréablement surpris parce que ce que j'ai trouvé comme contenu, on commence par exemple par Ted Lasso ou The Morning Show ou des choses comme ça, sont toutes en Dolby Atmos, Dolby Vision, 4K, donc la qualité maximum. Et j'ai fait un test de diffusion sur le Ted Lasso et effectivement, c'est aussi bon qu'avec l'application Apple TV+. Même qualité de son, etc. Donc, c'est plutôt une super bonne nouvelle. J'ai essayé avec MyCanal sur l'Apple TV. Donc, j'ai essayé sur l'iPhone. Pareil, même qualité. Je me suis dit, je vais regarder sur le décodeur Canal, celui qui est connecté sur ma parabole. Et là, pour l'instant, ils sont en train de déployer parce que oui, il y a le contenu, oui, il y a la description. Il n'y a pas de Dolby Vision parce que le décodeur n'est pas capable de faire du Dolby Vision. Mais quand on essaye de jouer un épisode, il me sort un message bleu qui me rappelle les pires moments de Microsoft. Je te le montre à l'antenne. Il me sort erreur technique. Recommencer dans quelques moments sur un fond bleu merveilleux. Mais bon, on va être gentil parce que j'ai dit beaucoup de bien au début et je trouve que c'est en cours de déploiement sur le décodeur. Je pense que d'ici ce soir, quand les gens rentreront du boulot, ils auront Apple TV+ sur toutes leurs plateformes et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Le catalogue n'est pas encore complet, mais ils disent que d'ici quelques jours, il le sera. Ils se sont engagés à ce que l'intégralité du catalogue soit disponible d'ici peut-être une semaine, le temps quand même de mettre tout ça dans leur serveur, hein. Donc ça prend un petit moment. Oui, il est question effectivement de quelques semaines avant que tout le catalogue Apple TV+ ne devienne disponible pour les abonnés Canal+. Dès ce premier jour, 50 séries et films sont déjà accessibles sans surcoût. Et c'est une super nouvelle pour ceux qui ont l'abonnement Canal+, parce que ça va vous permettre d'économiser 6,99 € par mois. Donc, par ces temps d'inflation, c'est une très bonne nouvelle. Heart on My Sleeve, c'est le titre d'une chanson apparue sur TikTok, publiée par un certain Ghostwriter 877. En apparence, la voix est celle de DJ Drake, sauf qu'elle a été générée par une intelligence artificielle. Le morceau est arrivé sur Apple Music et Spotify notamment. C'est lui qui a provoqué la réaction d'Universal Music Group, on en a parlé, qui a demandé aux plateformes le blocage de tous les titres générés par une IA sur la base de chansons et d'artistes existants. Heart on My Sleeve a été retiré par Apple et Spotify, mais le morceau demeurait sur TikTok et YouTube, dont il a fini par disparaître aussi, alors qu'Universal Music Group ne possède pas les droits sur ce morceau, puisqu'il s'agit d'un titre original. On a donc l'impression qu'il suffit de contester une œuvre pour que, par précaution, les plateformes la suppriment sans se poser plus de questions. Du coup, entre-temps, Ghostwriter 877 a re-uploadé la chanson sur YouTube. Bref, Ellie, c'est un sac de nœuds sans fin. Oui, je pense que les avocats vont vraiment s'éclater sur cette histoire parce que il y a eu la réaction un peu épidermique d'Universal Music, la réaction très prudente
des plateformes de diffusion qui l'ont déprogrammé, mais sans trop se poser de questions. Et en fait, les premières constatations, c'est que les paroles ne sont pas des paroles écrites par un chanteur qui aurait des droits dessus. La musique n'est pas basée sur des notes qui pourraient être une copie. La musique pourrait ressembler à une composition de DJ Drake, mais pas complètement. Donc, on dit aussi que ça pourrait ressembler à The Weeknd, qui est aussi un groupe connu. Donc, comment définit-on un plagiat ? Un plagiat en littérature ou en musique, c'est vraiment, on reprend une série d'accords qui sont exactement les mêmes. On reprend des paroles qui ont été copiées-collées d'une œuvre de quelqu'un. Mais une intelligence artificielle qui crée à partir de rien quelque chose qui ressemble à quelque chose, est-ce que c'est une copie ? Il faudra une jurisprudence. Et il y a aussi beaucoup de marketing parce que il y a des gens qui se sont penchés sur les événements presque minute par minute et il semblerait que Ghostwriter 877 ait lui-même enlevé la chanson d'une des plateformes pour créer le buzz. Donc du coup, prudence, on va vivre quelques moments intéressants dans pas mal de domaines. On ne pensait pas que ça commencerait par la musique, mais bon, pourquoi pas. On attend de voir ce que va dire la justice. Et à propos de justice, est-ce le début de la guerre entre Elon Musk et Microsoft ? Le nouveau propriétaire de Twitter menace l'éditeur de Windows et de Bing d'un procès après avoir retiré Twitter des propositions de son agence de pub, une décision de Microsoft directement liée à la décision de Twitter de faire payer l'accès à ses API. Oui, et ça avait démarré par un tweet, évidemment, d'Elon Musk en réaction à ça, qui disait en quelque sorte que Microsoft avait un tout petit peu abusé de ses accès à travers l'API pour justement faire de l'apprentissage par rapport à son intelligence artificielle et que ça, ce n'était pas couvert par les droits donnés par Twitter à travers ses API. Donc, le procès tel que le décrit Elon Musk serait par rapport à l'utilisation abusive des API pour ensuite entraîner son IA. Évidemment, le fait que maintenant ces API soient payantes et que Microsoft ait décidé du coup de l'enlever de son système de publicité, en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui crée du contenu pour plusieurs médias simultanément. Microsoft a un logiciel où en fait on coche des cases. On coche Facebook, ça va sur Facebook avec le format qu'il faut. On coche Twitter, ça va sur Twitter. Mais maintenant non. On coche TikTok, ça va sur TikTok. Donc évidemment, un créateur, s'il n'a pas directement Twitter, ben, ça ne se publie pas automatiquement. Il peut publier manuellement, mais ça fait du boulot. Et donc évidemment les gens qui confient ça à une agence de pub, ça sera un peu plus compliqué que d'appuyer sur un simple bouton et du coup certains pourraient en fait ne pas utiliser Twitter parce que ça complique leur boulot. On a parlé de sommes un peu fantasques, on a parlé de faire payer $42,000 par mois, j'ai lu ça. Alors du coup j'ai voulu vérifier, je suis allé voir combien ça coûte. Alors il y a 3 niveaux. Hein. Le premier est gratuit. Moins de 1500 tweets par mois, ça ne vous coûte rien. Il y en a un qui est basique. Moins de 3000 tweets par mois, ça coûte $100. Et ensuite, il y a une version entreprise qui est calculée en fonction du nombre de tweets, en fonction du nombre de clients qui sont touchés, etc. Je pense que ça peut monter, mais là, il n'y a pas de prix. Donc ça dépend. C'est quand moi si je veux publier quelque chose sur le réseau Deco de Nice, ils me facturent des choses, hein, c'est pas gratuit. Donc c'est une relation commerciale entre deux entreprises qui s'aiment pas beaucoup. Elon Musk leur en veut justement d'avoir un peu débridé les travaux d'OpenAI qui devaient rester il utilise un peu le pouvoir qu'il a et le fait qu'il contrôle ce qui est possible de faire ou pas dans Twitter. Alors certains vont trouver ça abusif, d'autres vont trouver ça, mais je sais pas si ça ira jusqu'au procès. Pour l'instant, c'est un tweet plus qu'autre chose. Bon, et à propos d'Elon Musk et de Twitter, si tout se déroule comme prévu, je vais perdre dans les heures qui viennent
comme tous les comptes historiques certifiés, le badge bleu durement acquis à la sueur de mes reportages et articles, so long, coche bleue. L'inventeur du hashtag, Chris Messina, lui, a annoncé qu'il quittait Twitter, et pas seulement parce que son badge bleu lui a été retiré samedi, mais pour protester contre tout ce qui s'est passé, dit-il, depuis 6 mois. Et oui, moi aussi, je le perds, mais moi, je ne l'ai jamais eu, en fait. J'ai jamais réussi, j'étais moins connu. Le thermostat Nest, lancé en 2020, devient le premier thermostat connecté à supporter le standard de domotique universel Matter. La mise à jour est en cours de déploiement, elle devrait s'étendre sur quelques semaines, pas de panique si vous ne la voyez pas immédiatement. Premier pas timide, puisque les 2 autres modèles Nest, le Learning Thermostat et le Thermostat E, ne sont pas concernés par l'ouverture à Matter, pas pour l'instant, dit Nest. Et Elie, on comprend pas bien ce qu'ils attendent en fait. Peut-être qu'ils attendent de voir s'il y a vraiment un marché si les gens adoptent les produits Matter rapidement. On a vu, pour l'instant, c'est assez timide, c'est toutes les plateformes. Yves a été le premier, mais ils l'ont pas fait sur l'ensemble de la gamme, mais ça vient peu à peu. On a vu aussi Meros qui l'a fait, mais avec malheureusement une première série, une première fabrication qui avait des problèmes et qui a été rappelée. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on a tous commandé des prises connectées Matter, et certains d'entre nous, je parle de l'équipe iWeek, ont reçu des modèles qui étaient défectueux et qui vont être remplacés d'ici le mois de mai. Ça, c'est pas un remplacement dans les 15 jours, mais bon, on verra. Je pense qu'ils sont prudents. Ils essayent de voir s'il y a vraiment un marché, si les gens réagissent, parce que chaque produit doit être certifié par une trentaine d'entreprises. Enfin, il y a une trentaine de vérifications différentes de compatibilité. Donc, ça prend du temps et surtout, ça coûte de l'argent. Donc, moi, j'y crois. C'est bien qu'on ait ça. Aqara fait des trucs Matter maintenant aussi, mais encore une fois, pareil, sur 2-3 modèles pour l'instant, ils sont prudents. Ça va venir. Il faut leur donner un peu de temps. Et déjà, on va voir déjà comment il fonctionne, ce thermostat. On pourra en parler. Je crois qu'il y a des gens dans notre équipe qui ont le thermostat Nest. François, je crois. Mais a-t-il commencé à domotiser sa nouvelle maison ? Et puis, $1 700, c'est le prix attendu du Pixel Fold, et pas Phone, qui pourrait être annoncé à la keynote de la Google I.O. le 10 mai prochain selon CNBC, avec une disponibilité dans le courant du mois de juin. L'écran pliable ferait 7,6 pouces de diagonale et la charnière serait la plus solide des charnières qui existent à ce jour, selon Google. Un Pixel Fold étanche avec une autonomie de 24 heures en mode normal. On va voir. Moi, je veux voir à quoi il ressemble. Pour l'instant, je suis toujours sceptique par rapport à ces téléphones pliables. Mais on ne sait jamais. Peut-être que Google a trouvé la formule magique. Donc, après avoir vu les différents Fold chez Samsung, on va voir ce que va nous faire Google. Donc, le 10 mai, écoute, on en parlera à ce moment-là. La quotidienne iWeek revient demain.